Voici la légende de Saint Nicolas. Une légende qui est intimement liée à celle du père Fouettard. La légende de Nicolas d'Humire, du nom de la ville où il est décédé, ou de Nicolas de Bari, plus connu sous le nom de Saint Nicolas, prend place il y a des siècles. Selon la légende, 3 petits-enfants étaient partis se promener dans les champs et alors qu'ils rentraient à la maison, ils se sont perdus. Cherchant leur chemin, ils ont aperçu de la lumière sortir des fenêtres d'une maison. Ils s'en sont rapprochés pour demander de l'aide et ont frappé à la porte. Un homme leur ouvrit et il leur proposa l'hospitalité pour la nuit. Cet homme était un boucher aux intentions malsaines. À partir du moment où les 3 enfants étaient rentrés dans la maison, ils furent assassinés par le boucher. À l'aide de son grand couteau, il les découpa en petits morceaux, avant de les mettre dans son saloir pour en faire du petit salé. Plus tard, Saint Nicolas passa devant la maison de ce boucher. Il frappa à sa porte, et le boucher l'invita à dîner. Saint Nicolas lui demanda expressément du petit salé. À ce moment-là, le boucher comprit qu'il était démasqué, qu'il était pris au piège, donc il décida de tout avouer et de révéler le crime qu'il avait commis. Saint Nicolas plaça 3 de ses doigts au-dessus du saloir de petit salé, et il redonna la vie aux 3 petits-enfants qui avaient été assassinés par le boucher. Mais Saint Nicolas n'en resta pas là. Il décida de punir le boucher. Pour ce faire, il l'enchaîna à son âne. Le boucher devint alors le père Fouettard, quelqu'un de mauvais et de violent qui punit les enfants désobéissants, toujours habillé en noir, avec une barbe de la même couleur. Un homme totalement à l'opposé de Saint Nicolas qui, lui, est vêtu toujours de vêtements colorés et d'une barbe blanche qui lui donne l'image d'une personne des plus bienveillantes. Pour cette première histoire, je vais vous la raconter à la première personne parce que pour l'immersion, ce sera beaucoup mieux. Je me souviens, à ce Noël, je l'ai peut-être pas dit assez déjà dans l'intro, mais les histoires, c'est à la période de Noël. Je me souviens de ce Noël quand j'avais 8 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens quand j'étais sur mon lit et que je tendais l'oreille pour entendre le moindre bruit qui me semblait familier. Je me souviens du claquement de la porte. Je me souviens des bottes de mon père qui tapaient sur les planches de bois qui composaient l'escalier. Et il y a un son qui encore aujourd'hui me terrifie. Un son un peu comme du métal, une sorte de schling. Quand j'entendais ça, je voyais mon père passer devant ma porte. La lumière du couloir faisait que je voyais son ombre sur le mur de ma chambre, mais je ne voyais pas que l'ombre de sa silhouette. Je voyais aussi l'ombre de la hache ensanglantée qu'il tenait. Le lendemain matin, je mangeais mon petit déjeuner tranquillement dans notre cuisine et je me souviens demander à chaque fois « Maman, qu'est-ce que papa faisait la nuit dernière ?» Elle me regardait, elle, avec des yeux tristes. Je n'oublierai jamais la souffrance qu'il y avait dans ses yeux. Et à chaque fois, elle ne disait pas un mot. Après le petit déjeuner, j'allais à la chorale, à côté de notre petite ferme. Mon père, lui, qui tenait cette ferme, ne faisait jamais grand-chose. À chaque fois, il avait l'air occupé par d'autres problèmes. Un matin, la neige a commencé à tomber. J'avais beaucoup de temps pour rester dans mes pensées. À l'école, je ne prêtais pas forcément beaucoup d'attention sur mes devoirs. J'étais toujours préoccupé par les pensées qui traversaient mon esprit. Et quand je rentrais le soir, j'arrivais juste à temps pour voir mon père partir, sa hache toujours entre les mains. J'ai rarement vu mon père pendant la journée, et la nuit, je ne voyais que son ombre. Je me souviens encore quand je me suis réveillé, suite à un bruit étrange, une nuit de décembre. Je suis sorti de ma chambre et j'ai vu une ombre au rez-de-chaussée. C'était mon père qui remplissait une boîte. C'était une boîte où on mettait de la nourriture pour le bétail. Je suis retourné me coucher et je suis longtemps resté éveillé, pendant la nuit, me demandant ce que j'avais vu. Le lendemain, la curiosité a eu raison de moi. J'ai pris une clé et je suis allé ouvrir cette fameuse boîte que mon père utilisait la nuit. À l'intérieur, il y avait de la chair, du sang. Je me demandais pourquoi mon père avait mis tout ça dans cette boîte. Et là, j'ai remarqué quelque chose qui m'a terrifié. Un peu en dessous, un tas de chair, il y avait une main humaine. À ce moment-là, j'ai été tétanisé. Je n'arrivais plus à bouger mon corps. J'ai réussi à reprendre un petit peu de courage pour ranger la boîte là où je l'avais prise. Et à partir de ce moment-là, je n'arrivais plus à regarder mes parents dans les yeux. J'étais devenu suspicieux à leur regard. Et si mes parents assassinaient des gens? J'ai commencé à remarquer des choses qui n'avaient pas attiré mon attention, notamment des titres de journaux qui parlaient de meurtres brutaux, de corps sans vie découverts. Et une fois, j'ai entendu un garçon parler à mon école de toutes ces affaires de meurtre, et je l'ai entendu dire que le meurtrier avait été appelé le meurtrier à la hache. La nuit après avoir entendu ça, je n'ai pas dormi. À chaque fois, je me faisais réveiller par des cauchemars.
Dans ces cauchemars, je voyais mon père rôdant dans des rues sombres avec sa hache ensanglantée à la main. Incapable de me rendormir, je suis sorti de ma chambre et je suis allé chercher la hache de mon père. J'ai pris la hache avec moi, j'ai éteint la lumière et je me suis caché dans la pénombre. À un moment donné, j'ai entendu la serrure de la porte d'entrée se déverrouiller. J'ai été caché en haut des escaliers et j'ai entendu un bruit que je connaissais bien. Le bruit des bottes de mon père qui tapaient sur le plancher. Toujours tapis dans l'ombre, j'ai levé la hache au-dessus de ma tête et je l'ai laissé retomber devant moi. Un lourd silence est apparu. J'ai tendu l'oreille en essayant d'entendre le moindre bruit pour m'assurer que ma mère n'avait pas entendu ce qu'il se passait. Le seul son que j'entendais, c'était mon cœur qui battait rapidement. J'ai regardé une dernière fois le corps sans vie de mon père gisant en bas des escaliers et ensuite je suis tranquillement reparti me coucher. Tôt le lendemain matin, j'ai été réveillé par des sons étranges dans notre couloir. Silencieusement, je suis sorti de mon lit pour aller voir ce que c'était. Il y avait un groupe de policiers autour du corps de mon père. Ma mère se tenait derrière eux. Elle regardait la scène silencieusement. Personne ne lui prêtait attention. Mais à un moment donné, elle a levé les yeux et elle m'a vu. Et là, très discrètement, elle m'a fait un clin d'œil. Cette histoire s'arrête ici les amis, c'est une histoire particulière, clairement. Apparemment dans cette famille on est meurtrier de père en fils. Bon, de ce qu'on sait dans cette histoire, c'est sûr que le père c'est le fameux tueur à la hache, celui qui est évoqué, et le fils qui était du coup paniqué de la présence de cet homme au sein de son domicile, a décidé de mettre fin à son règne de terreur lui-même. Bon après on peut s'accorder sur le fait que là Noël c'est juste la période, il n'y a rien à voir, il n'y a pas un Père Noël creepy ou quoi que ce soit. Pour le moment, peut-être, je sais pas, peut-être que ça va venir au fur et à mesure des histoires, qui sait. Bon en tout cas on est parti pour se plonger dans l'histoire suivante. Là aussi on va aborder l'histoire à la première personne. Rassurez-vous, c'est pas une histoire qui m'est arrivée à moi, c'est juste je me mets dans la peau d'un personnage. On sait jamais, je préfère clarifier la situation. Mon père était un alcoolique et mon grand-père aussi, mais moi, j'ai jamais rien touché. Et il y avait bien une raison à cela. Quand j'étais plus jeune, les temps étaient assez durs. Mon grand-père et mon père n'ont jamais eu un travail honnête de leur vie. Mon grand-père, lui, c'était pas un grand travailleur, mais il avait bien un talent, c'est qu'il jouait de la clarinette comme personne, c'était un vrai artiste. Il a appris à mon père à jouer de l'accordéon, et chaque Noël, il formait un petit groupe. Il y avait eux et leurs amis. Ils allaient toquer de porte en porte pour jouer des musiques de Noël, faire une sorte de chorale de Noël pour récolter un petit peu de sous. Après ça, une fois qu'ils avaient récolté de l'argent, ils allaient au pub et ils allaient se mettre très bien. À un Noël, ils m'ont emmené avec eux. J'étais beaucoup trop jeune pour jouer d'un instrument, donc ils m'ont donné un triangle, l'instrument qu'on te donne quand tu sais pas jouer quoi. Et ils me disaient de temps en temps de taper dessus. La nuit était assez sombre. Il y avait de la neige qui tombait, il faisait froid, on était en décembre. D'ailleurs, le vent était très frais, c'est comme si on se faisait couper par des couteaux. On marchait dans la rue et parfois mon grand-père pointait des maisons en disant « Ah, ce sont des beaux endroits, de belles maisons, peut-être qu'on pourra bien gagner en toquant ici. » À un moment donné, on était juste devant un énorme manoir. Il y avait des lumières de Noël accrochées de partout, vraiment magnifiques. Mon grand-père a toqué à la porte et on a commencé à jouer quelques chants de Noël. La grande porte du manoir s'est ouverte et c'était une jeune femme qui avait ouvert la porte. Elle avait un verre dans ses mains et avec un gros sourire, elle est retournée dans sa maison et elle a rapporté un autre verre qu'elle a tendu à un des hommes du groupe. Mon grand-père a joint ses mains pour la remercier et a pris le verre. Et à ce moment-là, moi qui regardais la grande demeure, j'ai vu quelqu'un, une sorte d'ombre, nous regarder au travers d'une fenêtre. J'ai un peu plissé les yeux pour voir qui c'était. C'était une personne hideuse. J'ai regardé la femme qui venait de nous ouvrir. Et elle aussi était hideuse. Avant que je puisse stopper mon grand-père, il avait déjà bu le verre. Et là, avec une voix presque enfantine, la jeune femme a dit « Mon cher, vous venez de boire un verre de sang. » Et là, elle a refermé la porte. Mon grand-père est tombé en arrière, faisant tomber le verre, et il était en train de convulser dans la neige. Je ne me souviens pas de beaucoup de choses après cette nuit-là. La seule chose dont je me souviens, c'est m'être réveillé dans la neige avec les autres hommes. Mon père s'est levé, il a secoué sa tête, on ne savait pas ce qu'il venait de se passer. C'est comme si on s'était endormi là et qu'on venait de se réveiller. Mon grand-père, lui, gisait dans la neige derrière nous. Son visage était quasiment devenu violet. Il était décédé. Le magnifique manoir qui se trouvait devant nous avait radicalement changé. Ce n'était plus du tout une belle demeure, c'était maintenant un bâtiment abandonné. Il n'y avait également plus aucun signe de la jeune femme qui nous avait ouvert la porte. On est rentré chez nous et on a appelé la police. Les officiers de police ont pris le corps de mon grand-père et ils l'ont emmené à la morgue. Mon père m'a raconté ce qu'il s'est passé. Mon père leur a raconté ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu cette nuit-là, mais les officiers de police ne l'ont pas cru. Ce qu'ils ont dit, c'est que cette fameuse maison, ce grand manoir, était abandonné depuis des années. Et c'est après cette nuit-là que mon père n'a plus jamais été le même. Il n'a plus jamais touché à une goutte d'alcool, et je me suis donné la même règle, ne jamais tremper mes lèvres dans une seule goutte d'alcool. Histoire sympa et mystérieuse. Est-ce qu'on aurait affaire
un gigantesque truc paranormal, c'est possible. Qui étaient ces personnes du coup qui vivaient d'un côté dans le manoir? Je ne sais pas. Après, sachant que le grand-père et le père étaient des alcooliques, est-ce que c'est possible qu'ils aient eu une sorte d'hallucination et que du coup ceux qui étaient à l'intérieur du manoir c'était des gens mal intentionnés, ils leur ont donné un truc à boire totalement dégueulasse? C'est possible. En tout cas, le mystère reste entier. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. C'est une histoire sympathique, un peu de mystère, un peu de creepy, ça fait plaisir. Là on va conclure avec une petite légende urbaine française concernant Noël, ou quelque chose qui pourrait y avoir à Noël. Vous savez, les parents, aux enfants, alors si vous croyez au Père Noël, le Père Noël existe, hein, mais il y a un monde où les gens ils n'y croient peut-être pas. Et du coup les enfants qui sont gentils, ils reçoivent la visite du Père Noël. Mais les enfants qui sont méchants, ils peuvent recevoir la visite de quelqu'un d'autre. Cette légende nous vient d'Alsace-Lorraine. On dit là-bas aux enfants, quand Noël approche, les enfants qui n'ont pas été très sages tremblent parce que leurs parents leur disent « Attention, Hans Trapp va venir te voir ». Cet homme, ou cette chose, serait la version maléfique du Père Noël. Ce qu'on dit dans cette légende, c'est qu'au XVe siècle, il y avait un homme très riche, qui était aussi très puissant, parce qu'à un moment donné, l'argent faisait aussi le pouvoir, qui vivait au cœur de l'Alsace. Son nom, c'était Hans Trapp. Les gens là-bas le connaissaient, il avait mauvaise réputation, il avait réputation d'être cruel, vil, et également sans cœur. Sa vie était résumée par la débauche, l'illégalité, et son seul objectif dans sa vie, c'était de s'enrichir encore plus. Des rumeurs ont été lancées à son égard, des rumeurs qui disaient qu'il avait eu affaire à de la magie noire pour faire un petit contrat avec Satan pour pouvoir s'enrichir encore et encore. À un moment donné, une institution a eu vent de tous ces ragots, ces rumeurs. Cette institution, c'était l'Église catholique. Et l'Église occupant à un moment donné dans notre époque une place importante dans le pouvoir, ils l'ont fait arrêter. Ils l'ont emmené devant le pape, à Rome, et cet homme, Hans Trapp, a été excommunié parce qu'il avait commis le crime du sacrilège, c'est-à-dire déshonorer Dieu pour préférer Satan par exemple. Il est retourné chez lui, et là après il était encore plus mal vu par les gens du coin. Tout le monde le reniait comme si c'était un démon, comme s'il apportait la peste avec lui. Ses terres et son argent ont été confisqués, et il s'est retrouvé sans un sou. Les rumeurs disent qu'il a été forcé à l'exil, dans une forêt, et qu'il a décidé de s'isoler lui-même à l'écart de la société, à l'écart de toute vie. On dit qu'il s'est réfugié en Allemagne et qu'il aurait construit une sorte de cabane en bois. La solitude qui lui est tombée dessus a fait qu'il a perdu l'esprit. Et dans cet esprit tourmenté, quelque chose s'est dessiné, un dessin très macabre si on peut dire, celui de se venger. Et pour accéder à sa vengeance, il a fait ce dont quoi l'accusait, il s'est tourné vers le satanisme. Il devenait de plus en plus fou et Hans Trapp a commencé à éprouver un désir très particulier, celui de vouloir manger de la chair humaine. Peu importe quelle partie de l'homme, jambes, bras, joues, il voulait en manger. Il a parcouru beaucoup de terres déguisées en épouvantail, et il attendait dans les champs que quelqu'un passe pour le capturer et accomplir ce qu'il désirait tant, manger de la chair humaine. Il attendait de tomber sur la victime parfaite. Et un jour, il a trouvé cette victime, un jeune enfant qui se baladait comme ça au travers des bois. Ce jeune enfant n'avait que 10 ans, et Hans Trapp s'est dit, lui, ça va être mon repas, c'est ma cible. Il était déterminé à tuer ce jeune garçon pour le manger. Il a observé le jeune garçon pendant longtemps, il avait de la salive qui coulait de sa bouche parce qu'il était vraiment affamé, il avait très envie de goûter la chair de ce jeune garçon, et avant que le jeune garçon ne puisse crier gare, Hans Trapp lui est tombé dessus. Il a ensuite ramené le corps sans vie du jeune garçon dans sa cachette, et là, il a découpé son corps et l'a rôti sur un bon feu de joie. Une fois que son repas morbide était prêt, Hans Trapp était heureux, il allait enfin pouvoir assouvir son désir, sauf que juste avant qu'il ne puisse poser le moindre morceau de chair dans sa bouche, un éclair l'a foudroyé, le tuant sur le coup. On dit que Dieu a décidé d'intervenir pour mettre fin à l'abomination qu'est Hans Trapp. Depuis, Hans Trapp est devenu une légende qui terrifie les gens d'Alsace-Lorraine, parce qu'une sorte de légende est née qui dit qu'à chaque Noël, Hans Trapp se balade de maison en maison, portant son déguisement d'épouvantail, enlevant et tuant des jeunes enfants qui n'ont pas été sages pour les dévorer. Cette histoire s'arrête ici, cette petite légende urbaine. Moi, c'était pas de lui dont on me parlait quand j'étais plus jeune, moi on me parlait du père Fouettard, qui était censé fouetter les enfants qui n'avaient pas été sages. Bon, peut-être que chaque région a un petit peu sa version, mais c'est une histoire assez intéressante. Je conseille pas de la raconter aux enfants, pas cette version-là en tout cas qui est assez crade, autant dire qu'un mec flippant juste va venir voir les enfants qui sont pas sages, c'est tout. Il y avait une petite fille qui avait une grande collection de poupées. Le jour de Noël, elle avait une poupée dans la vitrine d'un magasin
et elle a jeté son dévolu dessus. Elle la voulait absolument. La poupée avait de longs cheveux blonds et une robe bleue. Mais la chose qui lui a fait tomber vraiment en amour avec cette poupée, c'est qu'elle avait du vernis sur ses doigts, sur les ongles précisément, du vernis violet. Le matin de Noël, quand elle a déballé ses cadeaux, elle a été très heureuse de voir que ses parents lui avaient offert la poupée qu'elle avait vue dans la vitrine. Elle a joué avec toute la journée et au moment de dormir, elle l'a mise sur une petite table de nuit, tranquillement posée près d'elle. Cette nuit-là, la jeune fille a été réveillée par des bruits assez étranges. Elle s'est réveillée, elle a ouvert les yeux, il faisait très sombre dans sa chambre, et là, mystérieusement, elle ne trouvait plus sa poupée. Assez attristée par cette perte, elle se dit il faut que je la retrouve quand même, du coup elle décide de se lever de son lit et d'aller dans son couloir. Elle se dit que peut-être la poupée est tombée ou que ses parents l'ont mise quelque part pour lui faire une farce, peu importe. Du coup elle décide de la rechercher un petit peu et elle voit que la porte de ses parents est entrouverte. Elle décide de l'ouvrir et elle voit que ses parents dorment à point fermé. Donc elle se dit que si c'est une farce, elle leur demandera le lendemain où est-ce qu'ils l'auraient caché. Mais en tout cas elle se dit qu'il n'y a peut-être pas forcément de quoi s'inquiéter à ce moment-là. La jeune fille décide donc de retourner se coucher. Et au petit matin, quand elle se réveille, elle aperçoit avec joie que la poupée est exactement là où elle l'avait laissée la veille au soir. Elle se dit qu'en fait, tout ce qu'elle a vécu pendant la nuit n'était qu'un rêve, le fait que la poupée ait disparu, qu'elle se lève dans le couloir, et du coup elle décide d'aller dire bonjour à ses parents. Elle se rend donc dans leur chambre, et là elle assiste à un spectacle des plus macabres. Elle retrouve le corps de ses parents sans vie, gisant dans une mare de sang, et au niveau de leur cœur, à chacun il y avait 2 ongles violets. L'histoire s'arrête ici, c'est très simple, c'est très soft, mais c'est efficace. La poupée a tué les parents. Après, ce qui est dommage, c'est que vu que c'est une histoire courte, on a très peu de détails, t'as aucun indice que la poupée est maudite ou hantée ou quoi que ce soit. Là, on part juste du constat que la poupée, c'est une poupée à la Chucky qui va tuer tout le monde. Pourquoi elle a tué les parents? T'en sais rien, mais elle les a tués. Allez, bim, tous ceux qui demandent une poupée à Noël, boum, rayez de la liste. Maintenant, on va parler d'une jeune fille de 11 ans qui s'appelle Juliette et qui est française. On était à la période de Noël, Juliette décorait tranquillement le sapin, pendant que sa mère, qui travaillait en tant qu'infirmière à l'hôpital, travaillait. Elle vivait à 2 seulement chez elle, dans un petit appartement à Paris. Plus tard dans la soirée, la mère de Juliette a appelé, disant qu'elle avait beaucoup de travail et qu'elle ne serait pas là avant très tard le soir. Juliette a continué de décorer le sapin pendant très longtemps, en accrochant tout ce que sa mère avait acheté avec amour pour elle. Elle a placé des guirlandes lumineuse sur le sapin, des boules de Noël, et après avoir placé le petit ange en son sommet, elle a décidé de se détendre et de regarder tranquillement la télévision. Étant au 6e étage de son immeuble où il y avait son appartement, Juliette se sentait naturellement en sécurité. Elle avait un appartement plutôt bien placé parce que de sa fenêtre elle avait vu sur la tour Eiffel, sur le champ de Mars, et l'immeuble était très calme à ce moment-là parce que la plupart des occupants de l'immeuble avaient bougé de la capitale pour se rendre dans leur famille pour fêter Noël, naturellement. Là, on est en train de te poser le contexte en te disant que Juliette, elle est toute seule dans un immeuble. Concrètement, Juliette commençait à s'ennuyer en attendant que sa mère revienne du travail, et pendant qu'elle se demandait ce qu'elle pouvait faire pour s'occuper, elle entend un bruit un peu de scratch sur la porte d'entrée. Juliette éteint le son de la télévision et essaye d'entendre un peu plus attentivement ce qu'elle a entendu auparavant. Mais là, elle n'entend plus rien, à part le silence. Curieuse, elle s'approche de la porte d'appartement et regarde au travers du Judas, le petit trou sur la porte. Et là, à sa grande surprise, elle voit un homme. Un homme habillé en rouge, avec des cols un peu blancs, une grosse barbe blanche et une sorte de chapeau rouge sur sa tête. Il frappait à la porte très fortement. Là, forcément, la description que je vous en ai faite, ça vous a sûrement fait penser à Papa Noël. Et du coup, Juliette, très nerveuse, dit « Mais qui est là ?» Et l'homme, de l'autre côté de la porte, répond « C'est le Père Noël, laisse-moi rentrer, je suis fatigué et j'ai faim. » Et là, un frisson parcourt le corps de Juliette. Elle se dit qu'elle n'est pas idiote, elle se dit que peu importe qui est cet homme, pour sûr ce n'est pas le Père Noël. Du coup, avec une voix assez assurée, elle va dire « Ma mère n'est pas à la maison, s'il vous plaît partez ». Elle regarde toujours l'homme au travers du trou sur la porte, et là l'homme va faire des expressions de visage assez surprenantes. Il va sembler énervé et agacé, comme s'il était totalement enragé. Et cet homme commence à frapper encore plus fort sur la porte d'entrée. Et l'homme va dire cette fois-ci « C'est le Père Noël Juliette, est-ce que tu m'as laissé du lait et des cookies? Tu sais à quel point le Père Noël adore le lait et les cookies. » Juliette commence à avoir un pincement à l'estomac parce qu'elle se dit « Mais comment il connaît mon nom ?» Là, l'homme commence à être encore plus agressif, il commence à mettre des coups de pied dans la porte. Juliette regarde toujours au travers du petit trou sur la porte et elle voit que l'homme, de sa veste, sort un petit couteau de poche qu'il enfonce dans la serrure pour essayer de la forcer. Juliette est totalement terrifiée, elle ne sait pas quoi faire, et du coup elle crie « Si vous ne partez pas, j'appelle la police ».
En disant cela, Juliette retire son œil du trou sur la porte. Elle ne bouge pas, elle a peur de faire le moindre bruit, mais en tout cas un silence se fait entendre. L'homme a arrêté de frapper sur la porte. Les minutes passent, toujours rien. Du coup, Juliette commence à se dire que peut-être l'homme a eu peur de ses menaces. Elle approche son œil de la porte pour voir si l'homme est toujours là. Elle regarde au travers du trou et l'allée semble déserte désormais. L'homme a l'air d'être parti. Et là, soudainement, l'homme revient, une hache entre les mains et il fonce sur la porte. Juliette crie de panique et elle s'enferme dans un placard. Elle se cache du mieux qu'elle peut et elle commence à pleurer. Elle sent les larmes qui tombent sur ses chevilles. Elle entend des gros boum, boum, boum qui correspond au fait que l'homme est en train d'essayer de défoncer la porte avec sa hache. Et là, Juliette entend un gros crack. L'homme, avec sa hache, commençait à réussir à détruire la porte. Juliette entend un rire de maniaque et l'homme qui dit « Juliette ma belle, où es-tu? N'aie pas peur, on va bien s'amuser ce soir, où te caches-tu » L'intrus totalement fou pénètre dans la maison, il recherche la jeune fille partout et Juliette, elle, reste cachée, tremblant de peur. Elle n'ose même pas penser à ce que l'homme aurait prévu de faire avec elle. L'homme dit « Juliette, je sais que tu es là, montre-toi ou sinon je te découpe ». L'homme plante sa hache dans l'armoire où était cachée Juliette. Il commence à faire un trou dans l'armoire et il passe sa tête dans le trou et rigole encore une fois comme un maniaque. L'intrus plonge sa main dans le trou qu'il avait fait et essaye d'attraper la jeune fille qui, elle, tente de se débattre et arrive à mettre la main sur un cintre qui était dans l'armoire et arrive à le planter dans le visage de l'homme. La pointe du crochet du cintre s'est plantée directement dans l'œil de l'intrus. L'homme s'est reculé et il a commencé à crier de douleur. Il a retiré le cintre et a attrapé Juliette par les cheveux pendant que le sang coulait de son œil sur sa joue. Il jette la jeune fille par terre et la bloque, se mettant sur elle, et le sang qui coulait de l'œil de l'homme commence à couler sur le visage de la jeune fille. Juliette, elle, continue d'être terrorisée, elle se débat tout en criant de panique. Avec un sourire horrible, fier de ce qu'il était en train de faire, l'intrus approcha sa bouche de l'oreille de Juliette. Et dans un chuchotement, il lui a dit « Ce soir, tu seras privilégiée, ma chère Juliette. J'ai une liste et je l'ai regardée 2 fois. Je suis ici pour voir si tu es sage ou pas. Tu peux crier et crier et même implorer pour ta vie, mais les filles méchantes ont la hache et les filles gentilles ont le couteau. » Après minuit, la mère de Juliette est rentrée à la maison. Elle a vu la porte d'entrée totalement défoncée et elle s'est donc précipitée à l'intérieur pour voir comment allait sa fille. Elle a recherché rapidement dans tout l'appartement où était sa fille et quand elle l'a trouvée, elle s'est écroulée au sol en voyant un spectacle des plus horrifiques possibles. Elle a vu que le sapin de Noël n'était non pas décoré de guirlandes mais des entrailles de Juliette et que le petit ange qui avait été placé en son sommet a été remplacé par sa tête. L'histoire s'arrête ici, c'est horrible. C'est horrible. De quoi te faire flipper de tous les mecs déguisés en Père Noël que tu peux voir. L'histoire d'avant, on s'est fait une phobie des poupées, maintenant phobie du Père Noël. Très clairement, maintenant il y a un mec qui va venir vous voir en faisant oh 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 je suis le Père Noël, c'est foutu, c'est foutu, tu prends la batte de baseball et tu le déglingues. Tu vois qu'après que la vidéo sera sortie, tu vas avoir aux infos le lendemain un nombre impressionnant de Père Noël qui ont été agressés à la batte de baseball. Ne faites pas ça, assurez-vous que c'est bien psychopathe, ou sinon appelez la police. Juliette aurait dû appeler la police directement en fait, je pense que c'est ce qu'elle aurait dû faire. Après, là où j'ai un peu des questions, c'est le mec dit à un moment ouais t'es sur ma liste et tout, tu vois, comment il connaît le nom de Juliette? Comment il sait où elle habite et tout? Ça veut dire que c'est un stalker qui l'a suivi, clairement. Peut-être un voisin qui a habité dans l'immeuble et qui est totalement fou et qui attendait le bon moment pour passer à l'acte et faire quelque chose de machiavélique et macabre comme ça. C'est mystérieux sur le tueur. Après on ne sait pas s'il a été retrouvé derrière ou quoi, mais en tout cas, j'espère, hein. J'espère, parce que sinon, gare à vous à Noël, hein. Il y a des années, vivait un homme riche dans un petit village. Il était propriétaire de plein de terrains autour du village. Il vivait dans la plus grande maison du village avec sa femme, ses 2 fils assez forts et sa petite fille assez fébrile. Il était attentionné avec tous ses enfants et il traitait sa femme comme une reine. Mais par contre, en business, là il était plutôt dur en affaires. Pour les autres personnes à qui il louait ses terres, avec eux il était très dur. Il leur faisait payer un très gros loyer et il les considérait comme des esclaves. Si un d'entre eux ne payait pas le loyer, il les mettait à la porte directement. Sans aucun préavis, c'est t'as pas payé, le lendemain t'es dehors. Du coup, naturellement, les villageois qui occupaient ces logements avec ce gros loyer n'aimaient pas du tout cet homme. Ils le trouvaient cruel, vil, malsain, et ils avaient aussi une certaine jalousie vis-à-vis de l'homme parce que des fois l'homme riche organisait des somptueuses soirées où il invitait plein d'amis, où il mangeait vraiment, il festoyait, mais aussi de manière malsaine dans le sens où il gaspillait beaucoup de nourriture alors que les villageois, eux, n'avaient que très peu de moyens, du coup ils pouvaient manger que du pain ou des pommes de terre. Et une année, il y a eu une maladie
une sorte de virus qui contaminait les pommes de terre. Du coup, naturellement, les villageois commençaient à mourir, ou en tout cas à mourir de faim, et le riche, lui, il s'en foutait royalement. Il augmentait ses loyers. Il ne tenait pas du tout compte de la situation. Et à un moment donné, à la période de Noël, l'homme riche a encore une fois organisé une somptueuse soirée où il a invité ses amis, où ils ont mangé encore grassement et ils ont festoyé toute la nuit. Pendant la nuit, un des villageois a toqué à la porte de l'homme riche pour offrir un cadeau de Noël à sa fille. La jeune fille a ouvert le cadeau et à l'intérieur se trouvait une marionnette en chaussettes. Le villageois a dit que c'est lui qui l'avait confectionné lui-même et au passage il a demandé s'il pouvait avoir un peu de nourriture. L'homme riche lui a donné de la nourriture. Il lui a donné une seule pomme de terre. Et ensuite il lui a dit « Tiens, maintenant va-t'en ». Concernant le cadeau qui avait été fait, bien que c'était pas très joli, la jeune fille semblait beaucoup apprécier ce présent. Elle a décidé de lui donner un petit nom, Charlie, et elle s'amusait à le montrer à tout le monde à la fameuse fête de Noël. Plus tard dans la nuit, une fois que la fête était terminée, l'homme riche allait partir au lit, il allait dans la chambre de sa fille et la regardait dormir. Elle était en train de dormir paisiblement, et juste avant de partir, quelque chose l'a interloqué. La marionnette en chaussettes qui avait été offerte à la jeune fille était toujours sur sa main, et c'est comme si les yeux de plastique sur la marionnette regardaient directement en direction de l'homme riche, le père de famille. L'homme riche s'est dit bon, c'est rien, c'est une coïncidence, et il décide donc de partir. Dans la nuit, alors qu'ils dormaient, l'homme riche et sa femme ont entendu quelqu'un taper à leur porte, c'était leur petite fille. La petite fille ouvre la porte et dit « Maman, papa, Charlie dit qu'il doit vous parler ». Le couple voit leur fille rentrer dans la chambre, tachée de sang, notamment avec du sang qui coule d'une main, et la fameuse marionnette en chaussettes dans l'autre. La jeune fille ajoute « Charlie a déjà parlé avec Jacob et Michael » et elle agit comme si c'était la poupée qui parlait, vous savez, elle bouge sa main. Et elle continue de dire « Maintenant, il veut parler avec vous ». Moi, je le fais comme ça, vous visualisez un petit peu. Pendant des semaines, la maison du riche homme est restée silencieuse. Les villageois n'ont vu aucune bougie au travers des fenêtres, comme si la maison était inhabitée. Au bout d'un certain moment, ils se sont quand même inquiétés, ils se sont dit on va quand même aller voir ce qui se passe, et ce qu'ils ont découvert était plutôt dérangeant. Dans la pièce à vivre étaient assis les deux jeunes frères, qui étaient assez forts, je le rappelle, mais ils étaient décapités, et leur tête se trouvait sur leurs mains, comme une marionnette en chaussettes qu'on aurait placée là. La même chose est arrivée aux parents qui eux se trouvaient dans leur lit. La chose la plus dérangeante était la petite fille. Elle était assise dans un coin de la pièce, et comme les autres, sa tête se trouvait sur une de ses mains, mais sur son autre main se trouvait la fameuse marionnette en chaussettes. Sur le visage de la fille qui avait été décapitée, on pouvait voir ses yeux grands ouverts et elle avait un large sourire. Et avec la rigidité cadavérique, ce qui était assez surprenant à voir, c'est que c'est comme si la tête de la jeune fille et la poupée se parlaient. Et plutôt récemment, une famille a déménagé dans cette maison, la fameuse maison de l'homme riche. La famille a déménagé ici pour que leur jeune fille se remette d'une maladie. Et tout se passait bien jusqu'au moment où, une nuit, la mère a entendu la jeune fille l'appeler. Juste avant de rentrer dans la chambre de la jeune fille, la mère entendait la jeune fille qui parlait, et quand elle a ouvert la porte, elle a trouvé sa fille qui dormait profondément. Assez étrange. La mère, intriguée, referme la porte, elle retourne se coucher avec son mari, et son mari lui demande qu'est-ce qu'elle voulait. Et là, la femme va répondre je ne sais pas, la petite a dû parler dans son sommeil. Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle a eu ce truc bizarre qu'elle a sur la main, là, cette marionnette en chaussettes? Elle le portait sur sa main en dormant et c'est comme si ses yeux étaient directement fixés sur moi. L'histoire s'arrête ici, la famille va mourir, le drame va recommencer. Après, ce que je trouve assez étonnant, c'est que tu aurais pu remplacer la petite marionnette par une poupée creepy, tu vois, ça aurait fait le taf. Mais là, tu remplaces ça par ça, tu te dis, ça fait bizarre, tu vois. Le creepy est là, l'horreur est présente, hein. Mais ça fait bizarre, tu vois, genre de te dire c'est une chaussette qui va tuer tout le monde. Black Peter. Lui, c'est une sorte de monstre, on pourrait l'apparenter en soi à un homme, qui prendrait pour cible, pendant la période de Noël, les enfants. Black Peter serait quelqu'un qui vit en Espagne dans des mines. Sa peau serait toute noire à cause de ses conditions de vie, ses cheveux seraient dressés sur sa tête à force de passer dans les cheminées de ses victimes, et ce qu'on dit de lui, c'est que ce fameux Black Peter passe depuis des années à la période de Noël dans les foyers, mais il passe pas dans des foyers au hasard. Pendant toute l'année, il observe, il regarde le monde qui l'entoure, il prend des notes de qui a été gentil ou pas. Et c'est le 24 au soir que là, il agit. Il sort de sa mine en Espagne, il fait le déplacement jusqu'en Belgique, de manière quasiment invisible parce qu'il connaît des tunnels que nous, pauvres mortels, ne connaissons pas, et il tiendrait avec lui un sac. Vous découvrirez plus tard son utilité. On dit que ce fameux Black Peter se considère un peu comme l'anti-Noël.
En gros, le Père Noël, lui, va récompenser les enfants qui ont été gentils, et lui, il considère que son devoir, c'est de punir ceux qui ne l'ont pas été. Parfois, il a un comportement assez soft, il va laisser dans les foyers des enfants qui n'ont pas été sages uniquement des empreintes noires, signe qu'il est passé, qu'il faut considérer comme un avertissement. Avertissement qui signifie, attention, cette année tu n'as pas été sage, je l'ai remarqué, si ça se reproduit, quelque chose de pire va se produire. Black Peter va également aller dans les foyers de ceux qu'il avait déjà prévenus et qui n'ont pas écouté ses avertissements, et eux, il leur réserve un sort bien désagréable. Effectivement, il va s'infiltrer dans leur chambre pendant qu'ils dorment, il va arracher les enfants qui dormaient calmement de leur sommeil, de leur lit, et il va les jeter dans le sac qu'il portait avec lui. Parce que je vous ai pas encore dit ce qu'il y avait dans ce sac. Ce qu'il y a, ce sont des rats affamés, qui vont dévorer très lentement les enfants qui y sont jetés. Mais attention, le supplice ne s'arrête pas là. Les enfants ne sont pas dévorés jusqu'à la mort. Non, ils sont ensuite ramenés dans la mine où vit Black Peter, et il en fait tout simplement ses esclaves. Il les enchaîne, il les humilie, et il les fait travailler pour lui. Si les enfants deviennent malades, ou qu'ils deviennent trop faibles pour travailler, à ce moment-là, Black Peter les dévore vivants. C'est là que l'histoire de Black Peter s'arrête. Légende qu'il vaut mieux pas raconter aux enfants. Après, de toute manière, les vieilles légendes comme ça qui concernent Noël, avec le père Fouettard, ce genre de choses, ils avaient quand même des comportements assez violents vis-à-vis des enfants. C'était pas on te fait une petite engueulade. Non, 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 à chaque fois, c'est tu te fais fouetter quand même jusqu'au sang. Là, tu peux te faire dévorer vivant. C'est relativement chaud. Après, comme on l'avait vu, ça date maintenant dans la précédente vidéo sur Noël. Il me semble qu'on avait vu des petites histoires comme ça. C'est amusant de voir que chaque pays un peu a une culture assez différente vis-à-vis des sortes de monstres de Noël, bien qu'ils soient assez assimilables entre eux. Par exemple là, le Black Peter, il correspond à d'autres entités maléfiques de Noël, tu vois. Ça, c'est en Belgique, ça se trouve en France, il y a un équivalent qui s'appelle pas Black Peter. Viola Coutourine, je le dirai pas deux fois. On va l'appeler le chat de Noël. Et attention, ce chat n'est pas un chat amical. Il fait partie de la légende islandaise. Et en gros, ce chat, clairement, il peut te bouffer. En gros, c'est un chat qui, lui, ne va pas s'attarder sur ceux qui ont été gentils ou méchants. Lui, il a une vision différente. Si tu as fini tout ce que tu avais à faire au moment de Noël, tu vas recevoir des vêtements. Par contre, si tu as été quelqu'un de paresseux, de feignant, et que tu n'as pas fini tout ce que tu avais à faire dans l'année au moment de Noël, là, le chat, il va pas être très content et il va potentiellement te faire du mal. Tu deviens, si jamais tu n'as pas fini tout ce que tu avais à faire, une cible de ce fameux chat de Noël et du coup, tu es potentiellement en danger de te faire manger. C'est une légende qui a été racontée aux enfants pour qu'ils travaillent notamment bien à l'école et que il était très facile pour ce chat de Noël de savoir qui n'avait pas bien travaillé par rapport à qui avait bien travaillé parce que ceux qui avaient de nouveaux vêtements, bah ça se verrait et ceux qui n'en avaient pas, ça se verrait également. Donc, ils seraient automatiquement désignés. Petit truc intéressant. J'aime bien l'idée de si tu travailles bien à l'école, tu ne seras pas bouffé. Un peu sévère, mais ça peut marcher. Là, on va voir quelque chose en Allemagne, c'est trash. Il y a des histoires en Allemagne qui parlent de Frau Perchta. Ce serait quelqu'un, pareil, ayant un comportement un peu mixte, c'est pas que gentil que méchant, mais en gros, cette Frau Perchta va récompenser ceux qui ont eu un bon comportement, et à l'inverse, elle va punir ceux qui n'en ont pas eu. Elle va intervenir sur une période du 25 décembre au 6 janvier, c'est précis. En Allemagne, les gens la connaissent surtout parce que les punitions qu'elle inflige, elles sont plutôt horribles. Par exemple, elle peut arracher les organes, les faire sortir du corps, et les remplacer par des déchets. Et les gens avaient tellement peur de ça, ils ne voulaient pas se faire enlever leurs organes que, à l'époque, où les gens étaient peut-être un peu plus crédules, eh bien il y avait des marches pendant la période du 25 décembre au 6 janvier, où ils étaient là, dans les rues, pour soit essayer de retrouver cette Frau Perchta et l'empêcher d'agir ou la tuer, soit pour s'assurer que leurs enfants n'allaient pas subir le courroux de cette bonne femme si jamais ils n'avaient pas été sages. À l'époque, les gens croyaient vraiment à ce genre d'histoire. En Finlande, il y a Joulupukki. Ce serait une sorte de créature, rien d'humain comme par exemple Frau Perchta, avec des cornes, des griffes, et en gros ça ressemble un petit peu à une chèvre démoniaque. Vous savez, l'image qu'on peut avoir par exemple du diable. Cette créature, cet individu, cette chose, je sais pas trop comment la catégoriser, son kiff, c'est de frapper les enfants. Les frapper, pas en mode passage à tabac avec des poings ou des coups de pied, les frapper avec la branche d'un arbre. Il les fouette jusqu'au sang. Il frapperait
aux portes des maisons et il dirait: est-ce qu'il y a des enfants gentils par ici? Si c'est le cas, il t'offre pas de cadeau. Lui s'occupe des enfants sages comme des enfants pas sages. Il s'en fout. Par contre, évidemment, il y a un par contre. Tu peux le soudoyer pour qu'il ne frappe pas tes enfants. Tu lui offres un cadeau, a priori, il te laisse tranquille. A priori. J'irai pas tester le truc, tu vois, genre, je pense qu'il vaut mieux ne pas se rendre en Finlande, c'est mieux. En tout cas à la période de Noël. On retourne en Islande. En Islande, il y a vraiment plein d'histoires qui font partie du folklore et qui concernent Noël. Il y en a d'ailleurs qui sont interconnectées, par exemple l'histoire des femmes de Noël. Il y en aurait 13, ayant chacun un nom et une personnalité bien distincte. Dans les temps anciens, on disait que ces femmes volaient des choses pendant la période de Noël. Elles causaient également pas mal de troubles, si on peut dire, à l'ordre public. Elles s'amusaient à effrayer les enfants. Et d'ailleurs, les parents abusaient un peu de cette histoire pour faire peur à leurs enfants pour qu'ils se comportent bien, un peu à l'image du fameux chat de Noël. Leur histoire a un petit peu évolué au fur et à mesure du temps, où plutôt que de leur donner une image uniquement négative, on leur a également donné une image un peu plus positive. Vous savez, avec le côté mixte. Les méchants se font punir, les gentils se font récompenser. L'histoire a donc évolué dans le sens où on dit qu'ensuite ces femmes donnent des cadeaux aux enfants gentils, et ils sont punis et frappés, on leur vole des trucs si jamais ils sont méchants. Format classique. Et justement, ces 13 femmes sont interconnectées avec la légende de l'histoire qui suit. Sans transition les amis. Enfin si, il y a une petite transition mais t'as capté. Les 13 femmes dont j'ai parlé juste avant, elles ont une maman qui porte le nom de Grilla. Elle, c'est un peu la patronne si on peut dire. Parce que justement, je vous avais dit que de base, les fameuses femmes de Noël, les 13 femmes de Noël, ils s'occupaient des mauvais enfants, les enfants pas sages si vous préférez. Et les enfants justement qui n'étaient pas sages, ils étaient certes battus par les 13 femmes, mais ils étaient également enlevés. Et ils n'étaient pas enlevés pour être mis dans une mine comme Black Peter, ils étaient emmenés à cette fameuse grille-là, qui les cuisinait et les mangeait. La légende a évolué, et on dit que cette fameuse grille-là a eu 3 maris, et un total de 72 enfants. 72 enfants qui étaient éduqués pour semer le chaos, que ce soit un petit vol, ou même, carrément, des fois, pour tuer des gens. Ça veut dire qu'un enfant pas sage croise un de ses enfants, il peut se faire tuer sur place, juste parce qu'il a mangé son goûter à 16h au lieu de 16h30. Là, on va voir une petite histoire que j'ai trouvée sympatoche. On peut se demander ce que fait le Père Noël quand, justement, ce n'est pas Noël. Qu'est-ce qu'il peut bien faire du reste de l'année? Eh bien, il y a une certaine légende, apparemment française, qui indiquerait que Papa Noël éluciderait des crimes, et sa spécialité c'est les meurtres. Et Père Noël étant un être aux capacités particulières, si jamais il était de très bonne humeur, il arrivait à ramener ceux qui avaient été assassinés à la vie. La légende dit que 3 enfants s'étaient perdus dans les bois. Ils s'étaient perdus et ils sont tombés sur une maison qui appartenait à un boucher. Le boucher les a invités à entrer dans son domicile. Il leur a donné de quoi manger, de quoi se restaurer, et il a dit qu'il les ramènerait vers leur village le lendemain, donc il leur a préparé une chambre où ils pourraient dormir en attendant. Une fois la nuit bien tombée, et que les enfants dormaient à point fermé, le boucher s'est introduit dans leur chambre, et un par un, il les a saisis, et il les a coupés en petits morceaux. 7 ans plus tard, le Père Noël, qui faisait une petite promenade, dans la même forêt, a lui aussi frappé à la porte de ce boucher meurtrier. Le boucher étant bouché, vous vous doutez ce qu'il avait fait des enfants 7 ans plus tard. Il en avait fait de la viande. Je vous dis ça, vous allez comprendre, ça va aller très vite. Le Père Noël demande au boucher s'il peut avoir de la viande, le boucher lui apporte de la viande fraîche, et là le Père Noël va crier « Pourquoi ne m'apportes-tu pas la viande que tu as cuisinée il y a 7 ans, espèce de meurtrier ?» Juste après avoir dit ça, le Père Noël lève ses 3 doigts, et là d'un coup, les enfants qui ont été assassinés apparaissent devant lui. C'est comme ça que l'histoire se finit. Après, il y a plusieurs versions sur la fin de l'histoire, parce que vous savez, les légendes, en fonction peut-être même des régions en France, ont une tournure différente. Par exemple, il y a une légende qui dit que ce fameux boucher, meurtrier, aurait été embauché par le Père Noël, bizarre, pour prendre le rôle du Père Fouettard. Ça fait une belle origin story, mais pourquoi engager un assassin d'enfant pour prendre ce rôle-là? Tu te dis dans son job, il va peut-être à un moment donné dériver. Krampus, je sais pas si j'ai déjà parlé de lui, mais ce type-là, c'est le jumeau maléfique de Saint-Nicolas. Sa représentation ressemble au diable, et cette bestiole-là, elle ne s'occupe que des mauvais enfants. Il y a des versions de son histoire qui sont plutôt soft, où plutôt que de donner des bonbons dans les chaussettes de Noël aux enfants, lui, il met des morceaux de charbon. Il y a des versions plus creepy, où il enlève carrément les enfants, pour ensuite les manger, les noyer, ou il les balance directement en enfer. Il y aurait des gens qui auraient témoigné d'une attaque de Krampus. Je viens d'Autriche, et j'ai souvent été chassé par Krampus.
Il me chassait autour de ma ville, et c'était toujours la pire expérience que je vivais, la plus horrible. C'était également dans ces moments-là que j'avais le plus gros pic d'adrénaline. Par exemple, une fois, Krampus m'a vu avec un ami. Il a commencé à nous poursuivre, et il a réussi à nous rattraper. Il nous a fouetté les jambes, et oui, ça faisait très mal. Ça, c'est apparemment quelqu'un du nom de Christophe qui a dit ça. Une femme du nom de Nina a dit « Je suis autrichienne, et je suis plutôt familière avec Krampus. Il m'a battu plusieurs fois, alors que je n'étais encore un enfant. Simple, mais efficace. Ma famille vivait en Allemagne, alors que j'étais petit, et il se trouve que moi, mes frères et mes sœurs avons eu, si on peut dire la chance, ou la malchance, de rencontrer Krampus. Il était totalement terrifiant. Il toquait aux portes, et il s'est retrouvé devant la nôtre. Il est entré dans la maison, nous nous sommes alignés devant lui, et il a commencé à poser des questions à chacun d'entre nous, pour déterminer si nous avions été sages ou pas. Quand il était rentré dans la maison, il avait laissé le sac qu'il portait au niveau de la porte d'entrée, et il y avait des bras et des jambes d'enfant, ainsi que des cris qui sortaient de ce sac. Son souffle résonnait toujours dans la pièce, et bien qu'on avait une cheminée qui était là pour nous réchauffer, on ressentait un froid glacial. Fort heureusement, mes frères, mes sœurs et moi-même étions des enfants relativement sages, donc nous n'avons jamais fini dans le cercle de Krampus. Et ça, c'était le témoignage de Gavin. Est-ce que ce sont des histoires entre guillemets réelles? Tu vois, je me dis un truc. Est-ce que je peux le dire ça? Comment je pourrais faire? Les gars, spoiler alerte. Le Père Noël. Bon, je vais pas faire ça comme ça. J'estime que vous connaissez tous l'horrible vérité que le Père Noël n'est qu'une vaste supercherie. Et du coup, je me disais, tu vois, quand t'es petit, t'as de la famille qui se déguise en Père Noël. Est-ce que, tu vois, ceux qui ont vécu ces histoires, eh bien, ils n'avaient pas de la famille qui s'était déguisée en Krampus? Après, ce sont des histoires, tu vois, qu'aujourd'hui, t'entends plus vraiment. C'est plutôt des histoires qu'on racontait à l'époque, et à l'époque les mentalités étaient très différentes. Par exemple, il n'était pas anormal qu'à l'époque les enfants se fassent battre dans leur éducation. Donc imagine que c'était juste des parents de la famille qui se déguisaient et qui battaient leurs enfants s'ils étaient pas sages, ce genre de choses. Là ça rend la chose, je trouve, un peu plus creepy. Parce que tu dis, t'as du plaisir à traumatiser les enfants, tu vois, c'est un peu bizarre. Bon les amis, on a fini pour ces petites histoires de Noël. On a vu un peu différentes choses, des monstres, des petites légendes et tout. Donc cette histoire, c'est l'histoire de April. April vivait avec son compagnon et ensemble, ils ont eu un enfant, leur premier. Donc naturellement, cet enfant, c'était le monde des deux parents. Ils étaient vraiment aux anges d'avoir cet enfant. L'enfant, pour vous le dire, n'était pas né. Il était en cours d'arrivage. Il était dans le train pour arriver dans la famille, mais il n'était pas encore là. J'aime bien la petite métaphore. April en était à son 7e mois de grossesse. Donc à son 7e mois de grossesse, on voyait qu'elle était enceinte. L'expérience traumatisante qu'elle a vécue se passe dans une ancienne bien connue aux États-Unis, dans un Walmart. Elle faisait quelques courses, et à un moment donné, elle a été approchée par une femme totalement seule. Cette femme était assez petite, elle faisait pas super vieille, pas super jeune, âge moyen. Elle semblait totalement normale, hein, elle n'était pas vêtue d'une manière chelou, elle avait pas l'air de venir d'une secte, et elle avait l'air d'ailleurs plutôt sympathique, plutôt gentille. Cette femme a commencé à parler avec April, à lui parler de sa grossesse en lui disant « Ah, c'est magnifique, un heureux événement arrive, etc. etc. » Et April dit que cette femme était très gentille, mais un peu intrusive. Elle ne la lâchait pas. Et vous savez, des fois, quand tu es tranquillement en train de faire tes courses, que quelqu'un te parle, ok, très bien, mais quand la conversation devient un peu trop longue et que toi, tu as juste envie de faire tes courses et de partir, là, ça devient un peu plus chiant. Et là, alerte rouge dans la tête de April. Elle ne sait pas pourquoi, mais cette femme la met mal à l'aise. Il y a un truc, elle ne sait pas dire si c'est la manière dont elle parle, ce qu'elle dit, mais il y a un truc où elle se dit je coince. Du coup, April se dit je vais mettre fin à la conversation. Elle dit à la femme je suis désolé, je dois rentrer chez moi préparer le dîner. Et là, la femme, plutôt que de dire ok, salut, elle demande les informations personnelles, des informations de contact de April. Elle demande ça parce qu'elle dit qu'elle tient une boutique spécialisée pour les enfants, où ils proposent des jouets, des vêtements, ce genre de choses. Mais ce qui allume encore plus le petit feu d'alerte qu'il y a dans la tête de April, c'est que la femme dit comme ça, vous venez dans ma boutique, et je vous donne des affaires pour bébé. Là, après, elle se dit justement, attends, qui inviterait quelqu'un qu'elle ne connaît pas pour lui donner des trucs comme ça gratos? C'est pas legit. Encore qu'elle donne sa carte avec l'adresse du magasin pour que April y aille et fasse des achats, oui, mais dire carrément je vais te donner des trucs, là ça devient un peu bizarre. Du coup, April dit, non merci, vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai de la famille qui me donne des trucs, etc. Elle refuse, poliment, la proposition de la femme. Mais cette femme est quand même assez insistante, elle demande même le numéro de téléphone de April, et April là elle se dit « mais laisse-moi tranquille ». Elle le dit pas directement, elle le dit dans sa tête. Donc April dit « vous inquiétez pas, ça va aller », et elle met fin à la conversation. Elle va régler, payer pour ses articles qu'elle a achetés dans le Walmart. Après cet échange avec la femme, April est
constamment méfiante. Pendant qu'elle est en train de marcher dans les allées pour sortir du magasin, elle n'arrête pas de regarder derrière elle si elle n'est pas suivie ou quoi que ce soit. Elle arrive à l'extérieur du magasin, il faisait nuit, sur le parking, elle se dirige vers sa voiture et elle y arrive sans aucun problème. Mais elle s'est rendue compte qu'en sortant du magasin, la femme sortait également. Donc là, est-ce qu'il va y avoir confrontation? C'est ce que vous voulez savoir. Eh bien, alors que April est au volant de sa voiture, elle voit que la femme arrive du côté passager. Et juste avant qu'elle n'arrive vraiment au niveau de la portière, April a un mauvais pressentiment. Et elle a un move de génie, elle ferme les portes de sa voiture. Au moment où elle entend le verrou de la voiture s'enclencher, elle voit que la femme se précipite rapidement au niveau de la poignée de la porte du côté passager et elle essaye d'ouvrir la portière. La femme voit que la portière est fermée à la clé, du coup elle frappe sur la vitre et elle l'insulte April. Elle l'insulte pendant 2 bonnes minutes et après elle s'enfuit en courant à toute allure. April ne sait pas où cette femme est partie, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle est vite sortie du parking avec sa voiture et elle n'a plus jamais remis les pieds dans ce Walmart là précisément. Elle ne sait pas ce qui se serait passé si jamais la femme avait réussi à pénétrer dans la voiture ou si jamais elle s'était rendue à un rendez-vous dans sa fameuse boutique, mais sa petite théorie c'est qu'en fait cette femme en avait après son bébé. Si jamais elle s'était rendue à un rendez-vous ou si jamais la femme avait réussi à rentrer dans la voiture, elle pense qu'elle se serait fait en quelque sorte kidnapper, séquestrée jusqu'à ce qu'elle arrive à terme de sa grossesse et qu'après cela, son bébé lui aurait été enlevé. L'avertissement final qu'elle donne à la fin de son témoignage, c'est qu'il faut se méfier des gens même s'ils ont l'air totalement normal. C'est pas faux, c'est pas parce que quelqu'un a l'air totalement sain d'esprit normal qu'il l'est forcément. Mais faut pas non plus vivre dans une méfiance constante, sinon il y a de quoi se pourrir la vie. C'est une histoire vraiment folle, il n'y a pas forcément beaucoup d'action, mais je trouve que tout ce processus d'essayer de mettre April en confiance pour potentiellement derrière lui voler son bébé, ça c'est quelque chose d'horrible. Et c'est sûrement, alors je ne m'y connais pas du tout sur le sujet, mais il y a sûrement des cas comme ça qui arrivent, parce que la théorie qu'elle a émise à la fin de son témoignage, elle ne sort pas comme ça. C'est qu'elle a déjà dû voir des histoires de ce type de phénomène. Ok, on passe à la deuxième histoire. Ce second témoignage se passe à la période de Noël. C'est aussi quelque chose qui est arrivé à une femme qu'on va baptiser June. Avant c'était April, maintenant on va partir sur June. Donc June était en 2e année à l'université et elle vivait en colocation avec 2 autres filles. Dans cette sorte d'appartement étudiant qui se trouvait non loin du campus, à 10 minutes à peine, les 3 filles vivaient en totale harmonie, il n'y avait pas de soucis. Et à la période de Noël, le jour de Noël précisément, les 2 filles sont allées dans leur famille pour les fêtes. Et June, elle travaillait. Elle travaillait dans une sorte d'hôpital, quelque chose dédié à la santé, et du coup elle travaillait à ce moment-là. De base, dans cette résidence étudiante, ils étaient à 4. Mais il y en a une qui est partie parce qu'elle avait des petits soucis avec son petit ami. De ce que June peut dire, ce fameux petit ami en question était un véritable filou. Quelqu'un qui n'était pas forcément très respectueux et qui avait tendance à abuser de la gentillesse des autres. C'est-à-dire qu'il avait tendance à rester par exemple dans la résidence étudiante où vivait June et ses colocataires, mais il est resté un peu trop. C'est-à-dire qu'il devait passer une nuit, finalement il passait une semaine. Donc c'était quasiment en fait comme s'il vivait dans le logement. Et vu que ça posait au bout d'un moment un problème, la fille qui était en couple avec ce mec et le mec, ils ont bougé. Et le fameux problème qu'il y a eu, c'est que ce mec-là, à un moment donné, il a frappé physiquement sa petite amie. Il a pas fait que ça, hein. Il a aussi insulté toutes les filles qui vivaient dans la résidence, tant qu'à faire. En tout cas, vous avez un peu une vision de cette personne-là. Les filles qui étaient assez solidaires entre elles, conseillaient à la fameuse petite amie de parler au doyen de ce qui s'était passé, de mettre un terme à cette relation, mais cette fille qui était sûrement aveuglée par l'amour a décidé que non, elle ne dirait rien et qu'elle allait quitter le logement, ce qui a créé une certaine tension entre les filles qui restaient dans le logement et elle qui est partie. Donc on est le jour de Noël. June a travaillé toute la journée, du coup elle est claquée. Elle est claquée et en plus elle doit retravailler le lendemain. Donc elle se dit qu'elle va aller au lito. C'est pas le Noël le plus festif. Elle ferme donc les portes, elle éteint les lumières, elle descend les escaliers parce que sa chambre, elle, se trouve au rez-de-chaussée. Elle était sur TikTok tranquillement, elle y est restée pendant 1 heure. TikTok, on connaît, hein. Tu te dis je vais y rester 5 minutes, au final tu y restes 3 heures. Et là, elle entend un son qui vient de sa cuisine. Elle entend des chaises qui sont déplacées. Elle pense d'abord que ce son vient de chez son voisin, parce que les murs sont assez fins. Et du coup, naturellement, si tu fais des bruits assez importants, ça peut résonner dans les autres logements. Sauf que là, quelque chose lui traverse l'esprit. C'est fou parce que dans ce genre d'histoire, à chaque fois, les gens pensent à des choses. Moi, je serais rapidement décédé, je pense. Parce que je me poserais aucune question. Et du coup, elle se dit, attends, pourquoi ça bougerait chez mon voisin, des voisins qui sont à côté, alors que les 2 m'ont demandé de réceptionner leur colis parce qu'ils sont pas là. Là, tu sens la petite goutte de stress qui commence à couler sur ton front. Mais bon, quand même, June se dit, mais non, ça doit être quelque chose d'anodin. Passons outre. Sauf que là,
Deuxième son, la porte de sa chambre qui s'ouvre doucement. Elle se dit, oh mon Dieu, il y a un cambrioleur, quelqu'un s'est infiltré chez moi. Là, ça monte direct dans sa tête. Et elle se dit, attends, un de mes profs avec qui j'avais sympathisé m'a dit que, une fois qu'il s'était fait cambrioler, il avait fait genre qu'il dormait et du coup il avait rien eu. Du coup, elle se dit, je vais faire la même. Sauf que, qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là, rappelez-vous? Elle était sur TikTok. Du coup, son téléphone était allumé. Il était en train d'éclairer son visage totalement horrifié. Et elle se dit, je suis cramé, je peux pas faire genre je dors. Donc là, June se retrouve nez à nez, parce que son lit se trouve devant la porte, avec la personne qui vient de rentrer chez elle. Elle ne voit pas qui c'est parce que le couloir est éteint. Elle-même est dans le noir. Elle sait que la personne est là, et pendant 10 bonnes secondes, c'est comme si les deux se regardaient comme ça sans rien dire. Mais elle ne voit pas son visage. Et après ça, la personne, très gentiment d'ailleurs, referme la porte. Là vous vous dites sûrement, maintenant faut qu'elle appelle la police, faut qu'elle aille le confronter, faut qu'elle aille le défoncer, faut qu'elle se cache, etc. Sauf que je pense, et c'est ce qui se passe dans cette situation, elle est sous le choc, elle se dit attends, je viens de me retrouver avec le mec qui vient de rentrer dans ma maison, et on s'est regardé comme ça dans le blanc des yeux, et ça n'a rien passé, il a refermé la porte en mode oh désolé. Du coup elle est là, il y a plein d'images qui passent dans sa tête, en fait ce qu'elle vient de vivre, ça repasse. Et du coup elle se dit attends mais j'ai vu quelque chose en fait. Ce qu'elle a vu c'était une casquette de baseball. Elle se dit il faut que j'appelle la police, mais elle est totalement stressée, elle est terrorisée. Elle se dit il faut que j'appelle mes parents pour leur dire, Elle se dit plein de trucs mais elle fait rien, elle reste là parce que d'un côté elle voudrait faire des choses mais elle est tétanisée. Et elle se dit en plus de ça, s'il y a quelqu'un dans la maison, ce qui est vraiment le cas, bah si j'appelle quelqu'un, il va peut-être m'entendre. Et peut-être qu'à ce moment-là, il reviendra et puis il va me défoncer. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'avec son téléphone, elle envoie un message à la personne qu'elle est en train de dater en ce moment. Elle lui dit, il y a quelqu'un qui s'est infiltré chez moi. Le mec lui dit, perds pas plus de temps que ça, appelle la police. Du coup, là, ayant un peu plus repris ses esprits, June appelle effectivement les policiers. La personne qui est en ligne avec June demande si elle se sent assez en confiance, assez à l'aise pour aller ouvrir la porte d'entrée pour que eux puissent rentrer dans le logement. Petite formalité, parce que si jamais elle ne pouvait pas ouvrir la porte, eux, ils allaient la défoncer. Et ça évite d'avoir peut-être des frais de réparation de porte, ça évite aussi que le mec prenne peur et arrive à s'enfuir, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûrement pour ces raisons-là. Et June dit, je m'en fous que la porte soit défoncée, je ne sors pas de ma chambre. Des minutes plus tard, June, qui se trouve, je le rappelle, au rez-de-chaussée, voit au travers de sa fenêtre des lampes. Quelqu'un toque à sa fenêtre, c'était la police. Il montre qu'ils sont là, et que du coup, elle peut aller ouvrir la porte et que s'il y a un problème, bah, eux ils sont là prêts à intervenir. Du coup, elle sort de sa chambre et elle va ouvrir la fameuse porte d'entrée en question et la police arrive et il l'escorte à l'extérieur du logement. Il y a un officier de police qui attend avec June pour la rassurer et deux autres, eux, sont partis dans le logement pour inspecter chaque pièce pour voir s'il y a quelque chose. Malheureusement, la police ne trouve personne et en plus de ça, il n'y a aucune trace d'objet de valeur qui aurait disparu. Donc c'est comme si la personne s'était introduite dans la maison, comme ça, mais qu'il n'avait rien volé. Les policiers ont essayé de récolter des empreintes, mais encore une fois, ils n'ont rien trouvé. La police fait ensuite un petit rapport de ce qu'ils ont pu, mine de rien, trouver, même si c'était très faible, à June, et ils disent en gros que la porte arrière du logement était ouverte. Du coup, il n'y avait pas signe d'effraction. Sauf que June, en répondant aux questions des policiers, dit pourtant la porte arrière, je l'ai fermée et j'en suis sûre et certaine. Donc là, c'est un peu point mort sur cette affaire. June a recontacté la personne qu'elle voyait à ce moment-là, qui a accepté de passer la nuit avec elle, et naturellement, June a eu beaucoup de mal à dormir ce soir-là. À chaque fois, elle se levait pour vérifier chaque pièce du logement. Elle mettait des chaises en dessous des poignées pour que personne ne puisse rentrer. Elle a développé une sorte de paranoïa, ce qui est plutôt logique dans ce genre de situation, je pense. Le lendemain, June a informé le doyen de l'école et qui gérait aussi ces fameux logements de ce qui s'était passé, mais le doyen a refusé de changer les serrures. À chaque fois maintenant que June va se coucher, elle vérifie 3 fois que tout est fermé à clé. Elle a pris un chien, ce qui la rassure énormément maintenant concernant cette anxiété qu'elle a maintenant qu'il y ait des intrus dans son logement. Et elle a également acheté, vous savez, les sortes de caméras que tu mets sur tes portes d'entrée pour voir qui sonne à ta porte. Comme ça, si jamais quelqu'un à un moment donné tente de s'introduire chez elle, elle aura une preuve vidéo, elle pourra potentiellement identifier les individus. Mais June a quand même une théorie, ça c'est bien. Sa théorie, c'est que la personne qui s'est introduite chez elle, c'est le fameux petit ami violent de l'ancienne colocataire. Elle pense qu'à l'époque, vu qu'il restait beaucoup dans le logement, l'ancienne colocataire lui avait fait un double des clés qu'il avait toujours en sa possession. Sauf que là, ce qu'elle ne comprend pas avec cette théorie, c'est de 1, pourquoi il est venu dans le logement, et de 2, pourquoi il a rien fait à June, et aussi pourquoi il n'a pas cambriolé le logement. On ne sait pas quelles étaient ses intentions. Nous, si on peut
théoriser un peu plus derrière ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous, dites-moi en commentaire. Moi, ce que je pourrais dire, quelque chose qui semble assez logique, c'est un peu fou, mais ça reste quand même logique, c'est que peut-être qu'il s'est séparé de la colocataire qui est partie. Il se disait peut-être que cette fameuse colocataire allait revenir dans le logement commun, et du coup, il pensait trouver son ancienne petite amie plutôt que June. C'est possible. Sinon, peut-être qu'il voulait simplement un toit pour passer la nuit, je sais pas, si on sait pas hein, s'il était alcoolisé, drogué ou quoi que ce soit. Donc peut-être qu'il se disait que vu que c'était le soir de Noël, qu'il n'y aurait personne dans le logement, et du coup qu'il pourrait potentiellement passer la nuit tranquillement dans le logement de June et de ses colocataires. Je sais pas, il y a plein de théories possibles. Pourquoi il n'a rien fait à June? Je pense que c'est parce qu'il n'avait pas d'intention vis-à-vis d'elle, hein. Il voulait pas forcément l'agresser ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est fort probable que quand il a vu qu'il y avait quelqu'un dans la maison, c'est là qu'il a pris directement la poudre d'escampette. Ce terme est assez vieux.